National des départements de France, la clôture, et on arrive à la fin de ce congrès. C'est François Sauvadet, le président de l'Assemblée des départements de France, qui prend la parole. Vous accompagnez pendant ces 3 jours, Madame et Messieurs les parlementaires, Madame la Présidente du Parlement européen, tous les présidents et présidents de départements qui sont venus nombreux. Vous saluez aussi les conseillers départementaux, puisque vous le savez, c'est la 3e année que nous avons proposé d'ouvrir largement nos congrès et donc faire participer l'ensemble de ceux qui contribuent à la vie de nos départements. Et puis je voudrais laisser un signal tout particulier, évidemment, à nos amis ultramarins. Et donc vous savez que là aussi on a créé une commission spécifique, puisque cette France de l'outre-mer, nous y sommes profondément tous attachés. D'abord, je vais évidemment remercier Frédéric Bierry, parce que vous avez vu, il nous a réservé un accueil formidable. Je veux remercier toutes tes équipes, Frédéric. Ce sont les 3e assises et les premières dans cette belle terre d'Alsace depuis un certain temps. Et je veux remercier vous tous pour ces échanges que nous avons eus dans un contexte qui était exprimé, qui est particulièrement difficile. Et puis, Madame la Première ministre, je veux vraiment, comme ça a déjà été dit, vous remercier tout particulièrement. Vous avez bousculé votre agenda pour participer à toute cette matinée, alors que dans vos responsabilités imminentes, à la tête, aux côtés du président de la République, de notre gouvernement de la France, nous sommes dans une situation où le monde vacille, où des atrocités ont été commises, lourdes, graves, où les mots doivent être qualifiés, avec des organisations terroristes qui sont venues attaquer Israël, des meurtres d'enfants, des situations terribles. Et donc vous êtes là et nous sommes là. Et dans ce contexte particulièrement lourd au plan international, évidemment, on voit les conséquences dans notre pays. Dans notre pays, d'abord sur la vie des Français, mais aussi sur les réactions qu'ont eu un certain nombre de nos compatriotes. Et je veux ici, officiellement au nom du département de France, saluer l'initiative prise par le président du Sénat, il était avec nous hier, et la présidente de l'Assemblée nationale, une initiative soutenue par votre gouvernement, d'organiser une marche, de se lever pour dire non ici même, et nous le disons dans cet hémicycle, pour se soulever, pour dire non à l'antisémitisme. Et se retrouver ici même, à Strasbourg, en Alsace, à près de 2000 élus, ce n'est pas tout à fait le fruit du hasard, vous l'imaginez bien. D'abord, s'il y a une telle participation, c'est qu'elle est le révélateur et le témoin d'une profonde inquiétude dans l'ensemble du pays. Et puis nous sommes ici en Alsace aussi parce que c'est un signal fort qui est adressé. Les élus de ces 2 départements qui ont souhaité se réunir pour créer une collectivité territoriale, ils ont décidé de prendre en main leur destin. Et cette volonté locale, je le dis devant Frédéric Bierry, elle doit être entendue. Tout simplement, elle ne doit pas être déçue surtout. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'action possible sans adhésion. Et ici, dans ce Parlement européen, on ressent particulièrement le poids de l'histoire qu'on doit relire pour éclairer les temps présents. Le poids de l'histoire, c'est d'abord l'histoire d'une construction européenne. C'est l'histoire d'une construction d'un monde de paix. C'est une leçon d'engagement pour nous tous, pour notre génération qui n'avons pas connu la guerre, et pour nos jeunes. Oui, une leçon d'engagement. Quand on se souvient que les ennemis d'hier ont eu le courage supérieur de se tendre la main pour dire ensemble plus jamais ça. Et nous devons aujourd'hui écouter cette leçon pour dire ensemble plus jamais ça. Quand tant de gens souffrent, quand la société est aussi fracturée, cela nous oblige, je vous le dis mes chers collègues, cela nous oblige au rassemblement et à la responsabilité. Face aux défis de notre temps, l'action de la nation, ce n'est même pas un sujet théorique, l'action de la nation ne peut pas s'imaginer sans un lien étroit avec les élus locaux. Ce dialogue, Madame la Première ministre, ce n'est pas une option pour l'avenir de la France, c'est une obligation pour l'avenir de la France. Alors, je sens poindre, nous le sentons tous, un vrai découragement chez nos collègues présidentes et présidents de département. Il n'est pas d'ailleurs sans rappeler le sentiment d'impuissance qu'éprouvent aussi beaucoup de maires, beaucoup d'élus locaux. Et puis le sentiment qu'on ne peut plus faire changer les choses,
qu'on n'en a plus les moyens. Et c'est ce que ressent aujourd'hui le peuple, dans une sorte de perte de repères, de perte de sens. Et cela m'inquiète, d'autant plus que les élus locaux sont le socle même, chacun le sait, l'histoire le prouve, le socle même, le maillon essentiel de ce qu'on appelle la République. Quand le couple maire-président de département, qui est le plus proche de nos compatriotes, le plus identifié par nos compatriotes, est fragilisé, c'est le socle même de la République qui est fragilisé et qui est malmené. Je vous l'ai dit déjà il y a un an, Madame la Première ministre, nous sommes frappés, comme la France, comme les Français, frappés de plein fouet par la crise que nous traversons. Nos dépenses, je l'ai dit, nous le vivons, elles ont explosé littéralement. Explosé. Et dans le même temps, nos ressources sont en chute libre. Ce n'est pas une situation tenable. On a déjà connu des moments difficiles dans notre pays, lors de la crise notamment des subprimes en 2008. Mais aujourd'hui, contrairement à 2008, nous n'avons plus de marge de manœuvre. Nous n'avons plus de recettes fiscales, cela a été dit. Nous n'avons plus de foncier bâti pour amortir le choc, ce qui place tous les départements de France en situation de très grande fragilité. Et ce qui aggrave la situation, c'est qu'aujourd'hui, non seulement nous devons faire face à la chute des DMTO, mais nous devons faire face à la montée des précarités dans un contexte d'inflation, d'un coût de l'énergie très élevé et durablement élevé, et puis la remontée des taux d'intérêt. Et puis ce qu'on constate, c'est que la précarité gravit l'échelle des classes moyennes. Donc tous les indicateurs sont rouges. Et nous avons bien conscience, Madame la Première ministre, des difficultés que traverse le pays, évidemment, et notamment les difficultés budgétaires, la nécessité de parvenir à un meilleur équilibre de nos dépenses publiques pour ne pas laisser cette dette à nos enfants, et nous en sommes tous co-responsables. Mais je veux rappeler ici que nous avons déjà fait notre part, nous, d'efforts. Nous avons travaillé beaucoup ensemble, et je salue tous mes collègues présidentes et présidents de département qui ont ce courage de travailler sur de la péréquation. Nous avons fait ce travail ensemble pour que ceux qui percevaient des droits de mutation puissent partager effectivement avec ceux des départements qui ont moins de potentiel ou qui sont confrontés à plus de difficultés. Nous avons fait ce travail. Et aujourd'hui, Madame la Première ministre, je le dis au nom des départements de France, avec une certaine solennité, nous avons besoin de la solidarité nationale pour continuer d'assumer les missions qui nous sont dévolues par la loi. Oui, nous avons besoin de la solidarité nationale pour continuer d'assurer le versement des allocations individuelles de solidarité que nous finançons à hauteur de 60% pratiquement. Nous avons besoin de la solidarité nationale pour faire face au vieillissement. Nous avons besoin de la solidarité nationale pour assurer l'équilibre territorial. Et la première urgence, je vous l'ai dit, nous en avons beaucoup parlé, la première urgence, c'est que l'État accompagne dès aujourd'hui les départements, les 15 départements qui ne peuvent déjà plus faire face. C'est la première étape, il faudra aller au-delà. Parce que la dégradation, je le répète, de la situation concerne tous les départements de France. Alors nous sommes face à de grands défis. Il y a actuellement un débat au Parlement sur le fait migratoire, sur l'immigration. Nous sommes face à une arrivée massive de mineurs non accompagnés qui fragilise nos structures d'accueil. Là aussi, le département de France vous a fait des propositions, Charlotte Caubel. Nous avons travaillé et on attend que l'État assume lui-même ses propres responsabilités par rapport à ce choc migratoire. La France a accueilli autant de MNA au 1er septembre 2023 que durant toute l'année 2022. On passera probablement dans nos départements le cap des 44 000 jeunes mineurs non accompagnés à la fin de l'année que nous avons pour responsabilité de protéger, de soutenir dans les épreuves qu'ils ont traversées. Cela représente une charge lourde, et je le dis pour que ce soit communiqué, une charge lourde de près de 2 milliards d'euros pour nos départements. Alors oui, Madame la Première ministre, la situation de la protection de l'enfance est extrêmement tendue. Il ne faut pas regarder ailleurs. Et nous sommes au bord de la rupture dans pratiquement tous les départements de France parce que nos capacités d'accueil sont actuellement saturées. Et nous avons aussi un problème de société qui vaut pour tous les métiers de la vie. Nous avons des problèmes de recrutement. Vous le savez bien, on a beaucoup échangé, Madame la Première ministre, sur ces sujets. Et c'est un sujet de société. Alors c'est un sujet lancinant pour nous, présidents de département. Je crois que la responsabilité de la protection de l'enfance, il n'y a pas de sujet plus lourd à porter pour un président de département et pour une présidente de département. Pas de sujet plus lourd.
parce que c'est de l'avenir de nos enfants dont il s'agit. Et quand l'adulte, qui devrait être celui qui guide, qui accompagne, qui prend la main, qui accompagne vers l'âge adulte, vers la citoyenneté, vers la capacité à appréhender le monde de manière plus sereine et apaisée, eh bien c'est l'adulte qui frappe, qui viole. Vous imaginez, et je pense à nos personnels en ce moment, à tous ceux qui agissent 24 heures sur 24 dans des conditions extrêmement difficiles. Et nous avons des sujets qui sont devant nous à travailler. On se sent parfois bien seul, département de France, responsable juridiquement et pénalement de la protection de nos enfants. On se sent bien seul face aux problématiques de psychiatrie, aux problématiques de santé mentale. 17 départements n'ont plus de pédopsychiatres. Vous entendez? 17 départements n'ont plus de pédopsychiatres. Nous nous sentons bien seuls, et aussi avec les difficultés que rencontre la protection judiciaire de la jeunesse, qui n'est pas en capacité dans beaucoup de départements, je le dis très simplement, Charlotte Caubel, qui n'est pas en situation de faire face à la montée des violences qui frappent toute la jeunesse, de la délinquance qui frappe la jeunesse et qui ne relève pas de la protection de l'enfance, mais qui relève d'autres dispositifs qui sont ceux de la PJJ. Je le dis très simplement. Et si je le dis, c'est parce que c'est nous qui assumons la charge. J'ai même eu à récupérer dans mon département quelqu'un qui avait été l'auteur de coups de couteau, faute de réponse adaptée. J'ai dû l'accueillir à nouveau dans nos établissements. Et si je dis cela avec une certaine gravité, c'est parce que nous en assumons la charge. Alors je le sais, on s'en est expliqué avec Charlotte Caubel et avec vous, Madame la Première ministre. Mais songez que dans ce contexte difficile, on vit très mal que l'État nous pointe du doigt, que les médias nous pointent du doigt sans aller rechercher à comprendre quelle est la situation dans laquelle nous sommes dans un pays qui est confronté à de telles difficultés familiales, avec les déstructurations familiales. Et donc, pour nous, avoir entendu cette petite musique que l'État ferait mieux que nous sur la protection de l'enfance, c'est juste incompréhensible. C'est même choquant. Non, mais on s'en est expliqué, c'est pas la peine de s'en défendre, mais enfin, il y a quand même cette petite musique permanente pour l'accompagnement de nos aidés, pour tous les sujets que nous avons la charge, cette petite musique qu'il faudrait nous contrôler parce que l'État ferait mieux que nous. Et ça, c'est insupportable, nous sommes des responsables publics. D'ailleurs, je le dis très sincèrement, qui peut penser que les DAS d'antan feraient mieux que nous? Et puis quand on fait vraiment l'analyse des 40 ans de décentralisation, est-ce qu'on se souvient de l'état dans lequel nous avons récupéré nos collèges? Nos collèges paillerons. Alors, Madame la Première ministre, je vais être honnête, c'était avant vous. Alors ce que nous demandons, d'abord, faites confiance, faisons confiance. Moi, vous savez, quand les télévisions sont arrivées de manière nuitamment pour aller décrire des scènes soi-disant apocalyptiques sans s'interroger sur ce qui avait conduit à ces situations, vous savez, j'ai commencé par faire une chose, et je crois que tous nos collègues l'ont fait. J'ai commencé par faire une chose, c'est de dire merci à tous ceux qui assument cette mission dans des conditions difficiles, H24. H24. Oui. Et je le dis de cette tribune, oui, merci à eux et merci à nos présidentes et présidents de département qui assument ces responsabilités avec beaucoup de résolution, sans chercher à pointer du doigt et sans chercher à jeter le trouble sur notre propre capacité d'un pays moderne à protéger nos propres enfants. Mais pour cela, il faut aussi une chose simple, c'est que l'État assume sa responsabilité. Alors, nous sommes face à ce fait migratoire, vous aussi. C'est une dimension européenne. Mais en même temps, nous pouvons trouver le chemin d'agir mieux ensemble. Ce que nous demandons, ça a été dit, d'abord nous demandons un conseil. Alors il y a un débat entre nous, il y en a des présidents de département qui disent qu'il faudrait plus évaluer, mais là je vous exprime la position de département de France. Je le dis clairement, la position de département de France, c'est que nous voulons continuer de maîtriser l'évaluation. Parce que naturellement, comme c'est nous qui assumerons la conséquence de l'évaluation, c'est la prise en charge, on préfère quand même faire le travail. Et on a besoin du concours de l'État. On est prêt à travailler d'ailleurs, je l'ai dit, et je vous l'ai dit, Madame la Première ministre, à un référentiel, avec Charlotte Caubel, à un référentiel qui nous permette de mieux appréhender le fait de minorité. On est confronté à un problème, c'est que sur ces jeunes qui arrivent et qui se présentent mineurs,
70% d'entre eux qui frappent à la porte se révèlent être en fait majeurs après investigation. Donc dans ce temps de l'évaluation, ce ne sont pas les départements de France qui doivent supporter la charge de l'évaluation, enfin, du moment où ils ne sont pas encore réputés mineurs. Donc je voulais demander, il faut vraiment faire un geste pour que nous soyons accompagnés. Ensuite, nous avons des projets de plus moyen terme, mais je connais votre capacité d'écoute, Madame la Première ministre. Mais je sais que c'est compliqué, l'action publique. J'ai été ministre moi-même, c'est compliqué. Mais il faut des actes, il faut des réponses. Et aujourd'hui, ce sont les assises des réponses que vous devez apporter aux problématiques que nous posons depuis plusieurs mois et pour lesquelles nous avons l'écoute du gouvernement. Mais le temps est venu de la réponse concrète pour les départements de France. Je vais essayer de raccourcir parce que je voudrais que vous nous répondiez quand même. Donc notre société, oui, notre société, elle est face au mur du vieillissement aussi. Nous avons plus de personnes de 65 ans, au titre desquelles d'ailleurs je figure, que de jeunes de 15 ans. Vous voyez le choc qui est devant nous. Et donc évidemment, on a connu le baby-boom, et donc voici l'heure arrivée du papy-boom. Simplement, là encore, je le dis très simplement, afficher une loi bien vieillir, de fortes ambitions, de modernisation des lieux d'accueil, de virage domiciliaire, comme on le dit d'un mot parfois incompréhensible pour nos compatriotes, de virage quand dans le même temps, dans le PLFSS, il n'y a pas un euro supplémentaire pour les départements qui assurent le médico-social et qui ont en charge l'autonomie. Comment pouvez-vous l'expliquer? Comment pouvons-nous l'expliquer à nos collègues? Pas un euro de plus alors qu'on affiche de grandes ambitions. Donc j'espère que vous allez nous annoncer. Puisque le 49.3, je le dis à Nicolas, le 49.3 peut avoir aussi des vertus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la responsabilité, c'est le gouvernement qui l'assume dans le budget, et lui seul. Donc, comme je fais confiance au gouvernement pour une utilisation raisonnée du 49.3, je vais pas au-delà, je vous fais confiance pour que ce 49.3 vous permette de nous apporter des réponses concrètes sur le bien vieillir. Alors, là aussi, vous nous avez proposé un chemin, une discussion. On est prêt à y participer, département de France. On va parler avec Olivier Richaud et d'autres. On est prêt à y participer. On va parler avec notre ami Christian Poiret. On est prêt à participer pour harmoniser les contributions de la CNSA. Mais cette harmonisation, elle ne peut intervenir que dès lors que vous aurez mis les moyens sur la table pour que cette nouvelle répartition ne se traduise pas par une nouvelle péréquation entre nous, parce que ça reviendrait à se parler nous-mêmes alors que nous attendons la solidarité du gouvernement. Et j'espère que nous aurons une réponse dès ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. Chère Madame la Première ministre, enfin, je voudrais que chacun ait bien conscience, et notamment le gouvernement, je l'ai dit à la ministre des Solidarités, elle vient d'arriver. Je pense que le dialogue se poursuivra de manière plus sereine dans les jours qui viennent, et je compte sur vous, Madame la Première ministre. Voilà, qu'on fluidifie un peu la relation. On ne nous présente pas un document la veille pour le lendemain et en disant circuler, il n'y a rien à voir, c'est moi qui vous le présente. Enfin, comme méthode de dialogue, comment dirais-je, on peut faire mieux. Incontestablement. En tout cas, il ne se passe pas de jour. Pourquoi on aborde tout ça avec beaucoup de gravité? Et c'est pas un jeu de ping-pong, là. C'est tout simplement parce que nous sommes confrontés à une situation infernale. Tous les présidents qui sont là et tous ceux qui sont en charge de l'action sociale vous le diront. Il n'y a pas de semaine sans qu'on soit appelé par des EHPAD qui nous disent « Monsieur le Président, Madame la Présidente, je n'ai plus les moyens. » J'en ai eu un récemment, Madame la Première. Vous pouvez me croire quand même, j'essaye d'être à peu près équilibré. Récemment, un EHPAD m'a appelé, il ne pouvait pas finir payer les salaires de fin du mois. De fin du mois. Qu'est-ce qu'on fait? Alors vous avez mis un fonds de sauvegarde. Non, mais très juste, 100 millions. 100 millions, 100 départements. Et dans le fonds de sauvegarde, vous avez mis 100 millions, mais il faut être franc. On est en train de mettre 100 millions en face, C'est ce qui se passe dans beaucoup de départements. Je salue votre écoute et maintenant j'attends des réponses, pour faire simple. Et puis,
Pour terminer, je ne vais pas être beaucoup plus long, mais quand je parlais aussi des grands défis, il y a aussi le grand défi des conséquences de ce changement climatique devant lequel est le choc énergétique. Et s'agissant du changement climatique, vous le comprendrez, comme président du département de France, je voudrais adresser un message de remerciement à tous nos pompiers. Je voudrais adresser un message de remerciement à tous nos agents. Là aussi, la solidarité à jouer. Je vois le président des Alpes-Maritimes qui a envoyé la Force 06 avec l'expérience qui est la sienne, malheureuse d'ailleurs face aux incendies, qui a envoyé dans le Finistère, la solidarité à jouer entre nous. Donc je veux vraiment remercier nos agents et puis avoir un message tout particulier après le Finistère, l'Ouest, avoir un message tout particulier pour nos amis et les habitants du Pas-de-Calais qui sont face à des inondations. Donc vraiment on leur dit ici, d'ici, notre solidarité totale, parce que la solidarité c'est notre cœur de métier et c'est aussi notre ADN. Pour les changements climatiques, nous avons face à une période de risques nouveaux avec des feux de forêt d'ampleur inédite. On a eu aussi des phénomènes tempétueux, je n'y reviens pas, mais aussi, et ce qui est inédit, c'est que c'est sur l'ensemble du département. Auparavant, les choses étaient assez simples, le sud brûlait et le nord descendait accompagner le sud. Aujourd'hui, on le voit bien, la situation devient de plus en plus compliquée. J'ai confié une mission d'ailleurs à André Acari, à Jean-Luc Glaise, pour qu'on investigue et qu'on fasse des propositions au gouvernement pour agir mieux pour les pompiers. D'ailleurs, il y a eu des avancées, Madame la Première ministre, il y a eu un pacte capacitaire qui a été mis en place, une nouvelle organisation, notamment au travers de conférences, et je souhaite vraiment, et là je le dis à l'attention des préfets de zone, que vraiment on y associe pleinement les élus. C'est pas simplement quelque chose d'administrer la sécurité de nos compatriotes. La sécurité civile, elle n'a de sens que lorsque les habitants sont bien pris en compte dans les processus que nous mettons en place. Et en plus, je voudrais rappeler qu'on paye à 60% nos SDIS. Nous sommes les principaux financeurs des SDIS. Et là, on est face à un choc. On a beaucoup investi, on ne pourra pas beaucoup faire plus durablement. Si là encore, nous ne sommes pas accompagnés, il y a des propositions qui ont été faites notamment pour qu'on puisse remettre à plat, cher Dominique Faure, à la fois le mode de financement des SDIS, mais à la fois aussi qu'on ait une évolution de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance. Je ne reviens pas, c'était dit par mes deux précédents collègues, notamment sur la question du sauvé, donc évidemment qui sera devant nous et sur lequel je souhaite qu'on avance. Évidemment, il faut qu'on avance parce que sans quoi on ne pourra plus faire plus pour nos pompiers dans le contexte de difficultés et de changements climatiques. Voilà. Bon, dans la relation avec le gouvernement, il y a des choses qui ont plutôt bien marché. Hein. On est sorti d'un contrôle strict de la dépense. Non, mais j'espère que vous serez contente que je vous dise qu'il y a quelque chose qui a bien marché quand même. Bon, donc il y a des exemples qui ont bien marché. On est sorti d'un contrôle strict de nos dépenses. Hein. C'est l'esprit du contrat de Cahors. Enfin, c'est là aussi, c'était insupportable qu'on nous fixe un carcan alors qu'on est vertueux en matière de gestion publique. Et on ne fait pas de déficit. Hein. On n'a pas le droit. Nous. France Travail aussi, ça a été plutôt. On a discuté entre nous, il y a eu des désaccords. Hein. La diversité, je la revendique. Reconnaître la diversité, je le revendique auprès du gouvernement, et je serais malvenu de ne pas la respecter en notre sein. Il y a eu des positions sur France Travail différentes, les uns ne voulant pas d'une obligation de se sortir de chez soi pendant 15 heures. Moi, j'y suis favorable, et une majorité des départements de France y est favorable. Nous avons beaucoup travaillé entre nous, nous sommes parvenus à un texte équilibré, nous avons pris toute notre part, et voilà un exemple de réussite. Quand on parlait de co-construction, c'est pas un mot qu'il faut jeter au panier. La co-construction, c'est de se dire ensemble comment on fait pour agir mieux pour les Français. C'est exactement dans l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Et France Travail, vous avez vu, on a même fait pour la loi plein emploi notre part de job. On est allé demander aux parlementaires, que je salue ici à nouveau, de ne pas bouleverser l'équilibre auquel nous étions parvenus. Et je vous remercie parce que là aussi, tout le monde veut faire tout. Moi, je ne cherche pas, en tant que président des départements de France, à prendre la place des régions. Mais ce que je demande simplement, c'est que aussi d'autres échelons ne prétendent pas vouloir tout faire. Quand j'ai vu que les régions voulaient prendre la tête de France Travail, alors que l'insertion, c'est notre job, et à un moment donné, chacun doit s'occuper aussi de ses responsabilités. Je le dis, et vous avez résisté. Je vous en remercie. Donc, en tout cas, je voudrais conclure là sur un simple mot. Vous savez,
Quand on a une telle situation dans un pays, une telle tension, de telles fractures, je vous le dis, la situation est trop grave pour qu'on continue de faire comme avant. On ne peut plus continuer de faire comme avant. Et si nous voulons tous renforcer la République, si nous voulons tous redonner confiance, il faut sortir des annonces sans lendemain. Il faut tirer un constat lucide des 40 ans de décentralisation. Parce que ces 40 ans de décentralisation ont marqué depuis quelques années un recul des libertés locales. Vous savez, j'ai une conviction profonde. Si on veut renforcer la République, c'est d'abord en s'appuyant sur le socle des communes et des départements. Alors, comme l'a dit Jean-Léonce Dupont, quand je vois se réouvrir à la demande du président de la République un débat sur la décentralisation, moi, j'étais plutôt satisfait, c'est ce qu'on demande. Mais quand je vois que ce débat sur la décentralisation, on confie à Evert le soin de se poser la question du nombre de strates, je pense là aussi qu'on va droit dans le mur sur ce sujet et j'ai le sentiment qu'on n'a tiré aucune leçon des crises que nous avons traversées. Combien de fois on a entendu il y a trop de communes dans notre pays? 35 000 communes, c'est beaucoup trop. Puis il a fallu la crise des Gilets jaunes pour qu'on redécouvre que chaque commune compte. Chaque commune compte. Et que quand le président de la République a voulu adresser un signal fort d'une prise d'un dialogue avec cette France qui se soulevait, les Gilets jaunes, il est allé rencontrer qui? Il est allé rencontrer les maires. Il a fallu la crise de la Covid pour que ceux qui disent les départements, c'est des jetons de trop, pour qu'on redécouvre quelle grande chance c'était pour la France d'avoir 370 000 agents disponibles dans tous les départements, dans tous les territoires, pour assurer la protection de nos compatriotes face à une crise inédite. Et aujourd'hui, on repose la question des strates. En fait, ce n'est pas la question qui doit être posée dans un pays. On a eu des témoignages de la Suisse, on a eu des témoignages de nos amis allemands. Nous ne sommes pas la Suisse, nous ne sommes pas l'Allemagne. Nous sommes les héritiers d'un pays qui s'est forgé. Et l'identité départementale, elle est profondément ancrée. Et tout ce profondément ancré. Vous savez, on a beau vouloir plaquer les organisations territoriales dans une vision d'efficience et d'efficacité publique, mais l'efficience et l'efficacité publique ne peut pas se développer si on ne reprend pas pied avec les adhésions du peuple, tout simplement. Et la vraie réforme qu'on attend de nos vœux, c'est la réforme des pratiques de l'État. C'est nous redonner, c'est retrouver l'espace des libertés locales, de redonner de la confiance. Il n'y a pas de confiance sans liberté, il n'y a pas de liberté sans moyens et sans ressources affectées. Et je veux le redire ici en Alsace, et je le dis à toute la haute fonction publique, la reconnaissance de la diversité de la France, l'implication des élus locaux, la confiance recouvrée dans les élus locaux n'est pas un abaissement de l'État, n'est pas un affaiblissement de l'État. C'est au contraire la seule chance pour bâtir ensemble un avenir de confiance. Et pour conduire la France face à de tels défis, je vais vous dire un mot très simple. Il faut voir loin, mais il faut aussi oser regarder de près. Et pour qu'une réforme soit réussie, il faut impliquer les Français, il faut impliquer les élus locaux, car un citoyen impliqué, un élu local impliqué, c'est un acteur du changement. Lorsqu'on nous impose de vivre de dotations, quand le citoyen ne voit pas le lien entre l'impôt qu'il verse et les services rendus, quand l'État décide même de l'affectation de nos propres ressources parce qu'il les pense siennes, comment voulez-vous que nos concitoyens et les élus s'impliquent dans des choix qui leur sont imposés? C'est ce combat des libertés locales que nous devons mener pour continuer d'agir au plus près. C'est à ce prix, Madame la Première ministre, que nous renouerons avec la démocratie qui s'est profondément essoufflée. Et j'aspire à un véritable pacte de confiance qui permette de libérer les énergies locales, de libérer l'innovation et de permettre à chaque département de mieux respirer. D'ici au Parlement de Strasbourg, ville symbole de la France et de sa vocation européenne, je veux lancer un appel d'Alsace pour une véritable nouvelle étape de décentralisation qui soit tout à la fois respectueuse et engageante pour que vivent les départements de France et que vive la France. Et voilà pour